Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Voici l'actualité de ce mardi 25 août 2020. En Côte d'Ivoire, le dossier de candidature à la présidentielle 2020 de Alassane Ouattara déposé hier auprès de la commission électorale indépendante dans la commune de Cocody. Le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, souhaite un scrutin apaisé. La Côte d'Ivoire qui célèbre aujourd'hui la journée nationale de la solidarité. Les festivités officielles se déroulent dans la commune de Marcory. Dans ce journal, le message du gouvernement est lu par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Enfin, concernant le Mali, toujours pas d'accord entre la junte militaire et la délégation de la CEDEAO. Nous vous l'annoncions hier, Alassane Ouattara a déposé sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, s'est rendu hier au siège de la commission électorale indépendante dans la commune de Cocody. Les précisions dans ce reportage de Awa Touré. 9h55, ce lundi 24 août, le président Alassane Ouattara arrive au siège de la commission électorale indépendante. Il n'est pas là en sa qualité de chef d'État, mais plutôt comme le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Il est d'ailleurs le premier postulant à venir déposer son dossier de candidature. Après un bref entretien avec le président de l'institution, Ibrahim Koulibaly, place aux formalités. Assisté de son avocat, Alassane Ouattara se tient face à Pierre Adjoumani, premier secrétaire permanent de la CEI, chargé de recevoir le dossier. Il rappelle les dispositions du code électoral relatives au dépôt des candidatures. Monsieur le candidat, conformément aux dispositions des articles 24, 51, 52, 53, 54 et 55 du Code électoral, la CEI va procéder à la réception de votre dossier de candidature. Monsieur le candidat, nous vous prions à présent de bien vouloir nous remettre votre dossier de candidature pièce après pièce. Puis, il vérifie l'authenticité des 13 documents requis par dossier de candidature, dont les pièces d'identité du candidat, la lettre d'investiture de son parti, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA ou encore la liste des électeurs parrainant la candidature sur clé USB. Après vérification, la commission centrale de la CEI délivre un bordereau de réception et un récépissé de dépôt du dossier au candidat du RHDP. Cette étape du processus électoral franchie, Alassane Ouattara réaffirme sa détermination à aller à un scrutin apaisé. Je viens de déposer mon dossier de candidature entre les mains du secrétaire permanent de la commission électorale indépendante ce lundi 24 août 2020. Et nous avons, au niveau du RHDP, tenu la convention d'investiture le samedi 22 août. C'était une belle cérémonie et je l'ai dit à maintes occasions que la démocratie, c'est de respecter les délais et les procédures liées à la préparation des élections. Je me réjouis donc d'avoir posé cet acte pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens, nos concitoyens, puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix, sans violence. Je considère que notre pays fait la démonstration de l'enracinement de la démocratie.
depuis ces dernières élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales, sénatoriales. Et je sais que la Côte d'Ivoire fera de bonnes élections le 31 octobre prochain. Et comme je l'ai indiqué également tout à l'heure, nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens. Et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan, qui a été un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. Un projet de société qui permettra de compléter ce bilan dans les endroits et les niveaux où cela doit être. Mais surtout, je voudrais dire à mes concitoyens que j'ai une vision pour notre pays, une vision de stabilité, une vision de sécurité, une vision de paix et une vision de bonheur pour tous les Ivoiriens. Ouverte depuis le 16 juillet, la période de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 31 octobre s'achève le lundi 31 août. Dès lors, il reviendra à la commission électorale indépendante de transmettre dans un délai maximum de 72 heures tous les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel. C'est à cette institution de se prononcer en dernier ressort sur l'éligibilité ou non des différents prétendants à la magistrature suprême. Ils sont sortis nombreux hier, les militants et sympathisants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Objectif, soutenir leur candidat Alassane Ouattara dans le cadre du dépôt du dossier de sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le constat de Mahama Traoré. Cocody, 2 plateaux, carrefour d'un camp. Ambiance surchauffée ce lundi matin dans les environs du siège de la CEI, Commission électorale indépendante. Une liesse entretenue par quelques centaines de militants et de mouvements de soutien affiliés au RHDP. Ils sont les seuls à savoir que c'est ce 24 août à 10 h que leur candidat, le président Alassane Ouattara, viendra faire acte de candidature devant la CEI pour la prochaine élection présidentielle. Bien que quadrillés par les forces de sécurité, les militants du RHDP ne manquent pas d'exulter à la vue du cortège de leur candidat. Quand il ressort des locaux de la CEI après le dépôt de sa candidature, la ferveur va monter d'un cran. Je veux le suivre à la victoire, je veux qu'il gagne et ce soit un coup KO. Nous, en tant que leaders de jeunesse, en tant que mouvement politique, nous sommes déjà en mission. Nous irons partout en Côte d'Ivoire, dans les hameaux les plus reculés, pour véhiculer le message du vivre ensemble, pour véhiculer le message de développement, pour véhiculer le message de la continuité. L'idéal pour nous, c'était de venir l'accompagner, déposer la candidature, et nous sommes vraiment heureux. On continue de travailler sur le terrain pour que, au soir du 31 octobre 2020, nous gagnons ces élections-là. Cette mobilisation, les militants du RHDP entendent la maintenir jusqu'au 31 octobre prochain, jour du scrutin. Toujours en Côte d'Ivoire, une délégation de la région du Denguélé s'est rendue le 23 août dernier chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko dans le district d'Abidjan. Il s'agissait pour ces ressortissants du nord-ouest du pays d'exprimer leur soutien au nouveau chef du gouvernement. Le point avec Alexis Ouedraogo. L'ensemble des cadres et fils du Denguélé auprès du Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko.
Ils sont venus saluer le fils et lui donner les bénédictions du chemin. Cette nomination, le Denguélé a estimé qu'elle est méritée au regard de la proximité qu'il a eue avec le Premier ministre dont nous avons été tous affectés par la disparition. Sa proximité également avec le Président de la République qui lui permet d'avoir la maîtrise de tous les dossiers conduits par l'ancien Premier ministre et le Président de la République pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous avons au niveau du Denguélé la conviction que le Premier ministre qui démarre sa mission avec les bénédictions du Président de la République, dont le jugement est rarement pris à défaut, qui lui-même a affirmé qu'il sera un bon chef d'équipe, le Denguélé a la conviction qu'il réussira sa mission. L'ensemble des fils et filles du Denguélé, non seulement se tient à ses côtés pour la réussite de sa mission, pour l'accompagner dans toutes ses actions de développement, mais aussi fait des prières pour lui. Des paroles que reçoit avec gratitude le Premier ministre, engagé à offrir le meilleur à la tâche. Je vous demande de dire un grand merci au président. Vous pouvez compter sur moi. Je vous demande de m'aider à réussir cette mission. Depuis le 30 juillet dernier, Ahmed Bakayoko est le patron de la primature. Autre actualité nationale, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance explique l'importance de la déclaration du patrimoine. Cette structure organise actuellement une campagne de sensibilisation à l'endroit des présidents des institutions de la République. Les échanges se sont déroulés hier dans la commune de Cocody. Sidonie Davila. À ce jour, 5 551 personnes ont déclaré leur patrimoine à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, soit un taux de 79,15% de déclarations réceptionnées selon le président de l'institution. Ngolo Koulibaly mise sur la sensibilisation pour faire déclarer tous les assujettis. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a décidé de renforcer les actions de sensibilisation par une vaste campagne de sensibilisation des présidents des institutions, des membres du gouvernement et de l'ensemble des assujettis à la déclaration de patrimoine. Il s'agit pour les présidents des institutions de la République d'adhérer et de contribuer activement à sensibiliser les assujettis. D'où cette rencontre avec les présidents d'institutions ou leurs représentants au cours de laquelle le processus et l'importance de la déclaration de patrimoine sont expliqués par le secrétaire général Henri Aka. Considéré comme un appui déterminant pour impulser les données de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les présidents d'institutions sont disposés à apporter leur aide. Nous avons déclaré disponibles à mener des actions pour que ces déclarations se fassent, notamment en ce qui concerne les retards qui pourraient être constatés tant au niveau des institutions que des membres du gouvernement. Nous avons pour mission la transparence dans la vie publique. Donc nous ne pouvons pas être insensibles au thème de cette séance de travail. Nous sommes disposés tout naturellement à appuyer, à aider la Haute Autorité dans cette tâche. En cas de non-déclaration de patrimoine, l'assujetti est passible de sanctions administratives et ou financières. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend appliquer cette disposition prévue par la loi pour emmener tous les concernés à déclarer leurs biens. Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, respectons tous les gestes barrières. Le coronavirus, malheureusement, toujours présent en Côte d'Ivoire. 35 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 17 506 le nombre total de cas confirmés, dont 15 633 guérisons et 114 décès.
À noter que les villes de l'intérieur du pays enregistrent 5% des cas positifs. Bouaké dans la région centre et San Pedro dans le sud-ouest sont les plus touchés. Didier Nguessan revient sur le point presse organisé hier par le gouvernement. Du 17 au 23 août, la brigade mondaine de la police nationale a contrôlé 1064 établissements dans le cadre du respect des mesures anti-Covid. Il s'agit de maquis, bars, hôtels et restaurants dont le taux de fréquentation est en baisse dans l'ensemble. Maquis contrôlé, 404. Bars contrôlés, 227. Restaurants contrôlés, 229. Hôtels contrôlés, 204. Le 125e point presse du gouvernement relève sur le plan sanitaire une légère baisse du nombre de nouvelles contaminations. Toutefois, les acquis obtenus sont fragiles. La vigilance reste donc de mise. L'intérieur du pays compte 5% de cas positifs enregistrés à ce jour avec de gros foyers dans les districts sanitaires de Bouaké Nord-Ouest, San Pedro et Aboissou, avec respectivement 151, 115 et 51 cas cumulés de Covid-19 enregistrés au 18 août 2020. Par ailleurs, une attention doit toujours être portée aux régions sanitaires du Grand Pont, de la Nawa, de la Nyebi-Tiassa, du Poro, de l'Indemnier du Ablin, du Bélier, du Go, du Guémon et de la Maraoué, qui demeurent également actifs. À la faveur de la reprise des activités sportives et à la tenue de plus en plus d'activités politiques, le porte-parole de la police invite les responsables à sensibiliser leurs sympathisants au respect des mesures barrières, notamment le port du masque. Coronavirus oblige, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, la BAD, vont se tenir en visioconférence les 26 et 27 août prochains. Thème retenu, mieux reconstruire l'Afrique après la pandémie de Covid-19. Les explications de Jean-Luc Gbangbo. L'Afrique a enregistré plus d'1 million de cas confirmés d'infection depuis que la pandémie de Covid-19 a gagné le continent en début mars. Une pandémie qui a durement frappé les économies de la région. Chute des prix des produits de base, mesures de confinement imposées par le gouvernement qui ont entraîné la fermeture des frontières de nombreux pays du continent. Une situation à laquelle la BAD apporte un soutien depuis plusieurs mois. En avril dernier, la banque a mis en place un mécanisme de réponse rapide au Covid-19. Il s'agit d'un fonds doté d'un montant de 5 500 milliards de francs CFA. 1 200 milliards de francs CFA de ce mécanisme ont été approuvés le 20 août dernier pour les pays membres de la banque. Quelques 1 000 milliards de francs CFA supplémentaires ont été décaissés en faveur des pays membres du Fonds africain de développement avec des approbations en cours. En mars dernier, la Banque africaine de développement a également mobilisé un montant record de 1 600 milliards de francs CFA lors de l'introduction de son emprunt obligataire social Combattre la Covid-19 à la Bourse de Londres. Malgré cette période difficile de confinement, la banque est parvenue à franchir quelques étapes clés majeures. Au moment où s'ouvre cette 55e session annuelle du Conseil des gouverneurs, les agences de notation internationales Fitch et Standard & Poor's ont confirmé la note AAA de l'institution assortie d'une perspective stable. La Banque africaine de développement, dirigée depuis 2015 par Akinwumi Adesina, dans le cadre de son quinquennat, cet économiste nigérian a développé 5 grands projets, notamment nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et enfin améliorer la qualité de vie des populations africaines. Pour en parler, Noël Niagno. En 2050, l'Afrique comptera 2 milliards d'habitants. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. C'est la situation de la Chine. Aujourd'hui, selon les experts, l'Afrique sera l'usine du monde de demain. Mieux, aujourd'hui, plus de 100% des terres arabes se trouvent en Afrique. Conséquence, en 2050, l'Afrique sera le grenier et l'usine du monde. Mais attention, des défis sont à relever. Nous ne pouvons rien sans électricité, sans énergie, et notamment l'énergie électrique. Nous ne pouvons rien sans industrie. Nous ne pouvons pas
nous en sortir en Afrique si nous ne nous serrons pas les coudes. Nous avons de petits marchés, mais mettons nos énergies ensemble, fédérons-les, et à ce moment-là, nous pourrions constituer une grande force. Nous ne pouvons pas nous en sortir si les jeunes, les femmes ne se sentent pas très bien. Donc, en termes de bien-être, système éducatif, système sanitaire. Voilà qui motive les 5 chantiers du président Adesina Akinwumi lors de sa prise de fonction le 1er novembre 2015. Ces défis à relever sont nourrir l'Afrique, l'éclairer et fournir de l'électricité, l'industrialiser, l'intégrer, enfin améliorer la qualité de vie des populations. 5 ans après que nous propose le rétroviseur. Selon le bilan dressé par la BAD, Banque africaine de développement, au niveau de la première priorité, nourrir l'Afrique, 75 millions d'Africains ont bénéficié des technologies agricoles améliorées afin de renforcer la sécurité alimentaire sur le continent. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, une initiative a été lancée ici à Abidjan avec des figures emblématiques. Objectif, investir 12 000 milliards de francs CFA sur 5 ans pour venir à bout de la malnutrition. Dans la deuxième priorité stratégique, c'est-à-dire éclairer l'Afrique, la Banque africaine a mobilisé depuis 2016 12 milliards de dollars, environ 6 000 milliards de francs CFA, en investissement pour permettre à 13 400 000 habitants d'avoir accès à l'électricité. Associons à ces actions le bilan de Africa 50, dont la banque est l'un des principaux contributeurs au capital. Nous avons réalisé un certain nombre d'investissements. Un premier investissement de 400 MW de projets solaires, un portefeuille de 6 projets solaires en Égypte. Donc c'est une première réalisation. Nous avons également une centrale 120 MW au Sénégal. Nous avons également investi dans une centrale plus grande au Cameroun, la centrale dite de Nakchigal de 420 MW. C'est un projet de 1,2 milliard d'euros. Africa 50 est l'un des actionnaires minoritaires de la centrale. Industrialiser l'Afrique, troisième priorité, une suite logique du processus après avoir fourni l'électricité. 9 millions de personnes ont eu accès au financement à travers des entreprises privées. Intégrer l'Afrique, la 4e marche vers les défis à relever pour devenir le continent de l'espoir à l'horizon 2050. Ici aussi, les perspectives sont bonnes. 69 millions de personnes ont bénéficié de nouvelles infrastructures de transport. Notons également que l'outil d'intégration africaine, la ZELCAF, est en passe de devenir une réalité, n'eût été la pandémie du Covid-19. Toute chose qui aurait permis d'accroître les revenus de millions de populations. 5e et dernière marche, l'amélioration du cadre de vie. Selon le document de la BAD, 43 millions de personnes ont désormais accès à l'eau potable. Seul point d'achoppement entre les gouverneurs des pays régionaux et non régionaux, singulièrement les États-Unis, deuxième actionnaire, la qualité de la gouvernance du président Adesina et lui est reproché notamment son enrichissement personnel et le favoritisme dans la nomination des hauts responsables. Des accusations jugées infondées par le panel présidé par l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson. L'eau potable coule désormais dans le quartier Sokura à Bouaké, dans la région centre du pays. Les ménages ont exprimé récemment leur reconnaissance au gouvernement et aux responsables de la société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire, la SODECI. Soro Corona de RTI Bouaké. L'eau, source de vie, est depuis 2002 une denrée rare dans les ménages de Bouaké quartier Sokura. Sur les 12 mois de l'année, l'eau ne coule qu'un à 2 mois dans les robinets à Sokura. Une situation qui a des conséquences sur les populations. 2 fois 5 mois, 6 mois, même 9 mois même, on n'a pas l'eau. C'est les gens de citernes qui viennent nous aider un peu. Et puis, on s'en prend aussi l'eau à l'Air France. C'est les 3 roues qui nous, 2 fois 3 000, 2 fois 4 000. Vraiment, c'est trop. La corvée d'eau à laquelle étaient soumises les femmes de ce quartier est désormais un vieux souvenir. Des travaux d'extension et d'agrandissement des installations existantes sont réalisés. On dit que ce quartier a été longtemps sinistré et du fait des crises successives, les investissements n'ont pas suivi dans ce quartier. Donc avec la nouvelle dynamique du directeur général de SODECI, il nous a demandé, n'est-ce pas, de prendre ces initiatives-là. Cela a consisté à poser près de 500 mètres linéaires de tuyaux avec des organes de réseau,
grossir les sections de conduite qui existaient. Et donc ça nous a permis de garantir en tout cas une bonne pression dans cette zone-là. Pour traduire leur joie et surtout dire merci au gouvernement, une délégation s'est rendue dans les locaux de la SODECI à Bouaké. Aujourd'hui, on dit merci à Dieu et on dit merci au DER parce qu'on a de l'eau. Les travaux d'extension et d'agrandissement des installations s'inscrivent dans le cadre du projet renforcement en eau potable de la ville de Bouaké. Ce projet va permettre de résoudre durablement le problème d'eau à Bouaké et les villes environnantes jusqu'en 2045. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui, mardi 25 août 2020, la journée nationale de la solidarité. Thème retenu, solidarité, valeur de partage et fondement d'une nation forte. Les festivités officielles se déroulent dans la commune de Marcory. Le point avec Issa Yeo. Depuis 2007, une journée nationale est consacrée à la solidarité en Côte d'Ivoire. Sa célébration cette année se déroule dans un contexte sanitaire dominé par la pandémie du coronavirus. La ministre Maria Toukone, s'appuyant sur le thème de cette édition, solidarité, valeur de partage et fondement d'une nation forte, relève les efforts individuels ou collectifs pour magnifier cette journée. Ce thème traduit et magnifie l'élan de solidarité extraordinaire, manifesté par l'ensemble de nos compatriotes et l'ensemble de nos frères et sœurs venus d'ailleurs, mais qui partagent avec nous au quotidien nos joies et nos peines. Leur générosité a été un formidable soutien aux populations rendues vulnérables du fait de la pandémie à coronavirus. Indépendamment des appartenances et des différences ethnogéographiques, raciales, religieuses ou politiques, la Côte d'Ivoire a su se retrouver pour renforcer la résilience des populations les plus vulnérables contre les effets de la COVID-19. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté félicite les donateurs. Elle appelle au strict respect des mesures barrières pour éradiquer le coronavirus. L'État apprécie à sa juste valeur la solidarité citoyenne. Il affirme toujours sa présence attentive auprès des populations à travers diverses actions, dont celles soutenues par le Fonds spécial de solidarité et de soutien humanitaire d'urgence, dénommé Fonds spécial de solidarité COVID-19. Respecter les mesures barrières, c'est se protéger soi-même. C'est aussi protéger sa famille et les autres membres de la communauté et de la société. C'est faire preuve d'une très belle solidarité nationale. C'est devant les épreuves difficiles que se forge et se vit véritablement la force d'une nation unie. Cette année, c'est Marcory, l'une des communes la plus touchée par la maladie à Covid-19 du district d'Abidjan, qui est choisie pour abriter les festivités nationales. En image, l'actualité hors de chez nous avec la fin hier des discussions entre la junte et la délégation de la CEDEAO à Bamako au Mali. Le principal point de désaccord est la transition de 3 ans dirigée par un militaire. En effet, les chefs d'État ouest-africains ont proposé une transition moins longue de 7 à 12 mois, ce que refusent les militaires maliens qui suggèrent maintenant 2 ans de transition. Le Congo-Brazzaville est en deuil. Son ancien président Pascal Lissouba est décédé hier à Perpignan, dans la région sud de la France, à l'âge de 88 ans. Annonce faite par son parti politique, l'Union panafricaine pour la démocratie. Pascal Lissouba a dirigé la République du Congo de 1992 à 1997. Enfin, aux États-Unis, le président sortant Donald Trump, officiellement investi hier pour l'élection présidentielle du 3 novembre prochain par sa formation politique, le Parti républicain. Donald Trump qui a suffisamment réuni de voix lors de la convention de son parti. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.